Ce qui doit intéresser les jeunes aujourd'hui, vu qu'on fait ce podcast-là, ce n'est pas au fait être ceci, être cela, être président, être un. Ce qui doit intéresser déjà, c'est la formation, la qualité de notre réflexion, la qualité de proposition que nous avons, le bagage intellectuel que nous avons. Parce que plus vous avez un bagage, plus les opportunités s'offrent à vous sans que vous ne fassiez d'efforts. Et mes amis qui ont Bonjour à tous, je suis Yann Koné, animateur du podcast Le Rendez-vous des Champions. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte, je peux le dire ici, de M. Shadrach Naboyo, si je prononce bien le nom. C'est ça. Voilà. Et c'est ça aussi l'émission, on passe dans les différentes enceintes de nos invités, voir un peu la réalité du quotidien. C'est un médecin, je rappelle, un jeune engagé qui a du talent. Et aujourd'hui, nous venons pour ça. Voilà. Qui nous dise un peu le secret. Voilà. Je me rappelle quand j'ai posté l'affiche, tout le monde s'est mis à chuchoter. Ah, mais il faut qu'on vienne, voir un peu. Donc, c'est le but un peu de notre vidéo d'aujourd'hui. On vient un peu voir votre parcours, comment est-ce que vous avez pu faire jusqu'à gagner à Cacredo, jusqu'à 20 ans. Franchement, moi je vous admire, je regarde votre page. Aux différents jardins, vous étiez à Ouagrayo, tout ça, avec tous ces parcours, franchement, ça fait plaisir. Bonjour M. Shadrach. Bonjour à vous, M. Yann. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et chez vous? Oui, super bien, super. D'accord. Alors, bon, dans cette émission, on a l'habitude de commencer par une présentation. Je pense que quand même, pour vous présenter, même si le nom est déjà connu, mais au moins une petite présentation. D'accord. Alors bonjour chers tous, bonjour M. Yann, je me nomme Naboyo Shadrach, je suis médecin en formation, doctorat en médecine. À côté de cela, je suis officier en tant que chargé de au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Plus tard, on va peut-être parler de mon parcours, mais voilà l'essentiel de ce que je fais. Donc un parcours académique à travers ma formation médicale, un parcours donc, dans tout ce qui est engagement, volontariat, bénévolat, à travers ce que je fais aux côtés de notre président, le président de la Région de Côte d'Ivoire, Ibrahima Diabaté, où j'officie en tant que chargé d'études. Et puis je suis également secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Donc, pour paraître un peu, c'est juste quelques trucs. Après, on aura l'occasion de détailler. Après, on aura l'occasion de détailler. D'accord, merci. Alors, j'aimerais bien vous demander d'où part l'engagement concrètement. Quand est-ce que l'engagement a commencé? Est-ce que c'est au niveau d'Abidjan que vous avez le bac quand vous êtes venu, ou bien c'est depuis Gagnoa, il y a eu l'envie qui vous a poussé à vous engager dans la vie associative? D'où part l'engagement? Il faut savoir que chacun de nous, on a un combat intrinsèque. On a ce qu'on appelle quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous énerve au plus profondément de nous-mêmes. Et c'est cela au fait qui révèle en réalité notre appel. C'est cela qui nous dit qu'est-ce que nous allons faire dans la vie, encore quels sont les combats que nous allons mener. Donc moi, jeune étudiant, je fais ma première année au tronc commun à l'université Nangui à Bourgois. Et lorsque je fais ma première année à l'université Nangui à Bourgois, j'ai toujours rêvé d'être médecin, j'ai toujours rêvé de faire la médecine. Et c'était un concours sélectif sur près de 3000 étudiants. Chaque année, on prenait près de 300. Donc la première année, j'échoue lamentablement. Et là, je suis confronté à la réalité des choses parce que j'ai toujours été brillant. La deuxième année, par la grâce de Dieu, je valide avec brio mon concours de médecine et j'entre sur la faculté de médecine. Et là, je suis confronté à une dure réalité. C'est que la médecine que nous voyons dans les films, ou encore l'image idéaliste que j'avais, n'était pas forcément en fait l'image ou encore n'était pas forcément la réalité. Donc il y a déjà en fait le premier combat qui naît en moi. Le fait de pouvoir changer les choses au niveau de la médecine. Le fait de pouvoir œuvrer pour que tous les médecins aujourd'hui puissent avoir donc, un cadre de travail adéquat. Un cadre de travail avec les infrastructures et puis un ensemble d'éléments qui répondent aux qualités et aux normes internationales. Ça c'est déjà mon premier combat sur le plan médical. À côté de cela,
de façon crescendo, ce combat-là s'est mué sur la vie associative. Raison pour laquelle, en faisant le combat, parce que tu te rends compte que la médecine et puis la société ne sont pas offertes aux antipodes, bien au contraire, se rejoignent sur certains points. Donc, pour pouvoir changer même un volet bien précis de notre société, il faut œuvrer à l'amélioration de la société tout entière. Ce qui fait que je rejoins le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est un ensemble de choses comme cela. Déjà, je suis révolutionné, je suis vraiment perplexe, j'ai envie de changer les choses en médecine, j'ai envie que tous les médecins, en tout cas, aient de meilleures conditions pour pouvoir œuvrer. Donc, en gros, voilà. le plateau technique au niveau de la médecine n'est pas aussi adapté. N'était pas adapté. N'était pas adapté, tout et tout. Et quand je finis, je rentre aussi dans tout ce qui est vie associative. Je vois que, mais à ce moment-là, les jeunes, en tout cas, les jeunes luttaient encore pour sortir la tête de l'eau, les jeunes n'étaient pas mis au départ, les jeunes peinaient à avoir certaines opportunités. Je me dis non, il y a une quête. En tant que jeune, il y a nos pères jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être ce parcours académique comme nous l'avons encore, qui n'ont pas eu la chance d'arriver à un certain niveau. Donc nous devons porter le combat de nos pères jeunes, tu vois. Et c'est ce qui me pousse encore à m'engager au sein du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et à œuvrer au jour le jour pour permettre à ce que l'ensemble de notre population, l'ensemble des jeunes Ivoiriens aujourd'hui puissent avoir un certain nombre de commodités, encore un certain nombre d'opportunités par mon petit combat à mon échelle. Et quand je finis de faire ça, la médecine, déjà, tu te bats là-bas. Au niveau de la jeunesse nationale, tu te bats. Mais, comme j'ai dit, je suis amoureux de ma ville natale. Je suis un amoureux de Kakredi, mon village. Je suis un amoureux de Gagnoa. On va en parler. Justement, c'est la question que j'allais poser. Voilà. Au niveau de Kakredi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'il y a eu une fibre, quelqu'un qui vous a mentoré? Vous avez eu peut-être une ambition avec quelqu'un, ça vous a vraiment plu? Ah bon, j'ai vu tel cadre qui m'a vraiment plu dans ton leadership au niveau de Gagnoa. Donc c'est ce qui me motive franchement à améliorer les conditions dans ma localité, mais c'est quoi? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je crois que je ne connais pas vraiment de cadre de Gagnoa, hormis ma maman chérie, parce que c'est une dame que j'apprécie beaucoup, mon bel monde Dogo, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer il y a peu. Sinon, je ne connais pas vraiment de cadre de Gagnoa, de cadre de la ville de Gagnoa, encore qui m'a mentoré, qui m'a poussé, encore qui m'a incité à aller faire des activités ou des initiatives là-bas. Bien au contraire, tout mon engagement pour cette ville, tout mon engagement pour mon village, pour ma ville, encore pour Gagnoa, émane d'un constat et d'une réalité. J'ai eu à faire un voyage dans mon village à Cafédo. Et dans le voyage, parce que je voyage beaucoup. Je fais les villes de la Côte d'Ivoire, je fais quand même des villes. Donc je voyage beaucoup. Et je vois qu'il y a un contraste. Parce que les autres villes sont plus ou moins développées. Par contre, Gagnoa, il y a quand même beaucoup d'efforts, ou encore il y a quand même beaucoup d'améliorations qui doivent être faites là-bas pour qu'au moins cette ville puisse se fixer au standard de nos autres villes, vu que c'est une ville très grande avec un fort taux de population. Donc je me dis que non, il y a matière à réflexion, il y a matière à ce que les jeunes brillants qui sont originaires de cette ville, qui ont leur village, qui y viennent très souvent, puissent s'engager pour pouvoir améliorer les choses. On ne va pas tout le temps rester à croiser les bras, à attendre forcément les efforts des maires, des députés, du ministre ou encore d'un gouvernement. Mais si chacun d'entre nous, à notre niveau, on fait déjà l'essentiel, on fait déjà le peu que nous pouvons avec ce que nous avons pour pouvoir changer les conditions de notre localité, je crois que cet effort-là, cet effort groupé de tout et chacun pourra permettre à notre ville ou encore à chaque localité de la Côte d'Ivoire de pouvoir émerger. Donc concrètement, vous avez fait quelle initiative au niveau de Gagnoa? Concrètement, déjà au niveau de l'initiative, nous avons lancé ce que nous appelons Gagnoa grandit solidairement. Gagnoa grandit solidairement, c'est un programme où nous faisons déjà le tour des différents villages de Gagnoa. Récemment, nous étions en Ouagadougou pour pouvoir sensibiliser nos pères, élèves et étudiants sur tout ce qui est promotion de l'excellence, sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et puis, à côté de cela, nos actions en fait, sont plutôt dans le réel et dans le concret, avec très peu de médiatisation. Donc, quand nous décidons par exemple d'accompagner un élève de Gagnoa, encore de payer la scolarité d'un élève de Gagnoa, ce n'est pas quelque chose qui viendra se faire ou encore se dire sur la place publique. Quand nous décidons d'accompagner nos pères jeunes de Gagnoa à pouvoir soumissionner à des offres, à des opportunités, aux différents programmes de l'Agence Emploi Jeune et aux différents programmes du ministère de la Jeunesse, c'est quelque chose nous sommes plutôt dans l'accompagnement de ces jeunes-là. Nous sommes dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'encadrement de ces jeunes-là afin de pouvoir permettre une meilleure perspective à l'ensemble des jeunes de notre vie. Voilà ce que nous faisons de façon concrète. D'accord, donc en gros, vous menez des initiatives pour le bien-être des jeunes au sein de votre ville, la ville de Gagnoa. C'est ça. D'accord. Je vais demander une question. Lorsque vous êtes venu à Abidjan, en tant que jeune, plein d'espoir, parce que vous avez dit que vous aimez bien la médecine,
quelle a été votre première difficulté lorsque vous êtes arrivé en médecine? C'était quoi? Il y avait assez d'étudiants ou bien le plateau n'était pas, comme vous avez le plateau n'était pas aussi adapté? C'était quoi la première difficulté? En fait, l'une des premières difficultés, c'est que ce que nous voyons dans les films, ou encore l'idée que nous avons de la médecine sur le terrain, n'était pas totalement ça. À son temps, jadis, parce que les choses ont beaucoup changé, elles ont beaucoup été améliorées par le ministre de la Santé qui est là actuellement, qui fait un travail exceptionnel et à qui j'adresse en tout cas tous mes coucous. Donc, à ce moment-là, le plateau technique n'était pas vraiment bon. À ce moment-là, les médecins n'avaient pas vraiment des primes ou encore des salaires vraiment qui sont à la hauteur de leur année de travail et de leur année d'études. À ce moment-là, la perception en fait, de la médecine, encore la perception du médecin dans nos différents hôpitaux était péjorative, elle n'était pas améliorative. Donc, lorsque tu viens et que tu te dis que pour une telle profession, il y a tes amis, il y a tes collègues qui souffrent, et que, parce que après chacun, moi je crois que chacun a un appel. Il y a d'autres leur appel c'est de pouvoir lutter pour pouvoir permettre un bien-être collectif. D'autres leur appel c'est de pouvoir. La médecine c'est au moins 10 ans. Voilà, la médecine c'est minimum 10 ans. Donc c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Donc quand tu finis, normalement tu dois avoir un certain nombre de commodités. Tu ne vas pas finir toutes ces longues années pour venir encore souffrir avec un salaire qui n'est pas forcément adapté à tes réalités. Et c'est ce qui nous a poussé en tout cas à m'engager au sein du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Notre objectif, ce n'était pas de lutter contre un ministère. Et si vous remarquez bien, l'ensemble de mon engagement, je ne lutte pas contre le parti au pouvoir, je ne lutte pas contre les hommes politiques, parce qu'ils font de leur mieux. Après, ceux qui n'ont jamais été confrontés à la gestion peuvent se permettre de critiquer, mais nous ne les critiquons pas. Nous, notre rôle en tant que jeunes conscients, en tant que peut-être acteurs de la société civile, encore acteurs d'un parti politique, c'est de pouvoir proposer. Et c'est ce que nous faisions essentiellement au sein du réseau des médecins volontaires. C'est ce qui m'a attiré dans cette organisation, où depuis la licence 3 de médecine, depuis ma 3e année de médecine, j'y milite et j'y ai milité. Nous avons mené certaines activités, telles que 3000 poches de sang pour pouvoir aider le Centre national de transfusion sanguine. Nous avons mené des activités, nous avons fait des dons à l'orphelinat de Benjerville, nous avons fait des campagnes de sensibilisation, particulièrement dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, et nous sommes même arrivés à TNI. Donc vous voyez que c'est un ensemble d'activités que nous faisons pour pouvoir déjà promouvoir le bien-être de tout un chacun et de pouvoir en fait, promouvoir l'image et rehausser l'engagement associatif du médecin et comment est-ce que le médecin peut améliorer les choses au sein de sa société. Parce que si notre société doit évoluer, il faut que tous les corps de métier, il faut que toutes les personnes, chacun en fonction de sa spécialité, de sa spécificité, s'engagent à œuvrer main dans la main pour pouvoir améliorer notre société. Donc en tant que médecin, l'un de mes premiers engagements, c'est de mettre ma médecine au service du peuple, c'est de mettre ce que je fais, ce que je connais au service de tous. Et voilà ce qui m'a motivé essentiellement et à m'engager au sein du réseau des médecins volontaires et de quoi où est-ce que je suis parti pour y arriver au sein du réseau des médecins volontaires. D'accord, merci. Bon, vous avez explicité un peu votre parcours académique. Bon, on va maintenant se mettre en avant sur le parcours politique. Ouais, c'est ça qui vous intéresse. Non, mais les jeunes aiment ça. Les jeunes aiment apprécier la politique. Pour aujourd'hui, les jeunes sont dans la politique. Auparavant, ce n'était pas aussi adapté de voir que les jeunes s'intéressent à la politique. Aujourd'hui, on sent que quand même, avec une nouvelle génération, voilà, on sent que effectivement les jeunes s'intéressent à la politique. Donc c'est aussi ça aussi l'une de nos émissions, parler des engagements citoyens, des jeunes qui sont brillants, qu'on peut prendre pour modèle. Alors, tout récemment, je crois, l'IFPAGC a posté, parce que vous voyez déjà, il affiche une publication qui stipule que vous êtes l'un des meilleurs auditeurs de l'IFP. On vous suit, non, je sais pas, non, il y a posté, voilà, donc, il y a des jeunes qui m'ont approché, qui disent, bon, si je viens, je suis à l'émission, de poser la question, ouais, de par ma voix, de demander, voilà, d'où est parti votre contact entre vous et l'AGC. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez remporté le prix du meilleur, parce qu'il y a eu un concours, je crois, au niveau de la cérémonie de graduation, vous avez remporté le prix du jeune, je crois, je me rappelle, c'était du jeune candidat, quoi. C'est ça. Voilà, donc, expliquez-nous un peu le parcours. Qu'est-ce que c'est passé concrètement? Le parcours est long
Mais je crois qu'il faut expliquer le parcours de façon correcte, sinon on risque de se perdre. D'accord. Et les gens risquent de penser que on est arrivé par là, par magie ou par connexion. J'ai dit que ici, dès mon engagement en licence 2 de médecine, dès que j'ai fini de valider le tronc commun, je me suis engagé en licence 2. Et là aujourd'hui, je suis en doctorat 1. Donc vous voyez, toutes ces années, l'engagement il est long. Je m'engage en licence 2 de médecine au sein du réseau des médecins volontaires. 2 ans plus tard, c'est-à-dire le parcours. Du réseau des médecins volontaires, 2 ans après, je passe un entretien et un concours avec d'autres candidats pour pouvoir intégrer le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, c'était un concours avec des entretiens, tout et tout. Je suis retenu, on était près d'une cinquantaine à une trentaine de candidats. On a été 5 à être retenus. Wow. Donc, je suis retenu, j'intègre le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire en tant que chargé d'études au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, un médecin, tout ce que je connais, c'est la médecine. La médecine. Ce sont des papas de médecine. Des papas de médecine qui se retrouvent au sein du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Tu comprends que ce n'est plus le même, ce n'est même pas les mêmes matières, ce n'est pas en fait la même manière de réfléchir. Ce n'est pas aussi le même engagement avec ce qu'on faisait au réseau des médecins volontaires. Là-bas, c'est un engagement national, associatif qui prend en compte tout. Et je suis chargé d'études. Normalement, un chargé d'études, c'est celui qui est censé réfléchir ou proposer à son patron sur toutes les thématiques. Donc, c'est ce qui fait que je ne suis pas amené à travailler seulement sur le secteur de la médecine. Je travaille sur les secteurs donc, du droit, au niveau également donc, de la géographie, tout ce qui est. Donc, un ensemble d'éléments que nous travaillons pendant 2 ans pour proposer à notre président, pour proposer à notre patron, qui est un homme qui est essentiellement brillant, à qui je lui passe tout le bonjour, le président Ibrahima Diabaté, qui pendant toutes ces années, au fait, m'écoute, me coach, me montre au fait comment est-ce qu'il faut faire, me montre comment est-ce qu'il faut faire des éléments de langage, comment est-ce qu'il faut faire des discours, comment est-ce qu'il faut se tenir politiquement, comment est-ce qu'il faut même porter ses vestes, comment est-ce qu'il faut être assez charismatique, comment est-ce qu'il faut parler. Donc, protocolaire, et vous avez tout appris là. Voilà, j'ai tout appris de lui, de cette personne aujourd'hui. Et quand j'intègre le CNJCI, 2 ans plus tard, un an et demi à 2 ans plus tard, j'ai une opportunité. Wow. L'opportunité, c'est que je passe un concours. Je passe un concours pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au Parlement francophone des jeunes qui a eu lieu au Canada, à Montréal. Donc, imaginez ce qu'on nous demande d'abord. Il y a deux phases. Il y a une phase d'étude des dossiers et il y a une phase d'entretien. Donc, au niveau de la phase d'étude des dossiers, on nous demande de faire une dissertation. Une dissertation pour un médecin, on nous demande de faire une dissertation. Et par la grâce de Dieu, comme il y a eu l'occasion de travailler au sein du CNJCI, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, de travailler sur certaines thématiques. Donc, je fais ma dissertation, je fais mes documents. Et on m'informe la veille de ma composition que finalement je suis retenu pour passer à l'entretien. Waouh! Que je suis retenu pour passer à la veille de ma composition. Et quand je suis retenu pour passer à l'entretien, on nous fait comprendre que c'est ce que nous avons écrit en dissertation que nous devons présenter devant l'ensemble au fait des différents présidents de commission de l'Assemblée nationale. Sachant que le lendemain je compose à l'université. Donc il y avait tout ce carnaval autour. Il y avait tout ce carnaval. Donc voilà pourquoi il dit celui qui ne comprend pas va penser qu'on est arrivé là par magie. Pourtant c'est beaucoup de travail. Et j'avais même pas de passeport. Ah bon? Il n'y avait même pas de passeport. Donc ce qu'on fait, c'est que la veille, on m'informe que je suis retenu pour passer l'entretien, même pas le tour physique, pour passer l'entretien. Rapidement, ils mobilisent les fonds et puis ils lancent mon passeport sur le site de mon passeport 3 jours. Dès que j'ai fini de faire ça, j'ai de 20h jusqu'à 8h pour aller composer en médecine et en même temps pour aller préparer mon entretien devant les présidents de commission de l'Assemblée nationale qui est à midi. Donc, je bosse un peu la médecine, je bosse un peu ma révision. Je suis tellement bluffé, allez-y. Donc, je bosse un peu ma médecine, je bosse mes cours 2 heures. Le bon Dieu est là. Ouais, pendant mes 30 minutes de pause, il révise un peu les documents de l'Assemblée nationale, il y a combien de députés, telle personne, je m'informe tout et tout. À 8h, je pars à la compo, je finis de composer, on finit aux alentours de 11h30. On m'informe que la veille, ils ont déjà commencé, donc je suis en retard. Et que s'il ne vient pas dans les 5 minutes qui suivent, ma candidature sera rejetée. Pourtant, vous étiez déjà de l'autre côté. C'était impérial. Donc comment vous avez pu faire? Vous avez pu aménager? On m'a dit assez rapidement dans l'empressement.
Hein, la veste même, je l'ai portée. Avec les embouteillages là. L'université de Cocotier au plateau, c'est pas si loin. Donc la veste même, c'est dans le taxi même, je l'ai porté. Avec une cravate autour, donc j'arrive tout en sueur, je m'éponge, je m'assois, on me fait passer. Quand on ne me fait pas passer d'abord parce qu'il y a une file d'attente, donc les candidats qui passent, quand ils sortent, eux tous, il y a d'autres qui sont en pleurs, il y a d'autres qui disent non, ça n'a pas marché, ils m'ont posé des questions, c'était difficile, tout et tout. Tu vois, un médecin qui se retrouve parmi des étudiants en droit, des étudiants en fiscalité, des étudiants qui sont dans le domaine, qui ont déjà des expériences, de l'expérience dans le domaine, tout. Et vous, tu comprends. Donc, et là, quand je rentre dans la salle, je vois un parterre de personnalités publiques vraiment très impressionnantes que j'ai l'habitude de voir à la télé et devant qui je dois tenir un discours, je dois défendre un projet et je dois expliquer au fait l'essence même d'une assemblée nationale et d'un parlement. Parce qu'on doit représenter le parlement francophone de Côte d'Ivoire. On représente le parlement de Côte d'Ivoire au Canada, parmi tous les pays francophones. Donc il faut que vous ayez vraiment les armes pour parler compétir. C'est ça. Donc je présente mon projet, je finis de présenter mon projet, tout et tout. Et l'essentiel de ce que j'ai fait est issu de mes 3 années d'apprentissage que j'ai eu au sein du réseau des médecins volontaires et au sein du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc quand je présente mon projet avec une certaine assurance, une certaine prestance, les membres du jury sont plutôt au fait émerveillés. Maintenant, on finit de présenter le projet, ils ont tous validé pour dire c'est bon. On rentre maintenant sur la profondeur, les sujets de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que je travaille sur tel projet? Comment est-ce que je perçois? Il y a quel nombre de députés? Qui est le président de tant? Qui est le président de telle commission? Tout et tout. Le président de l'Assemblée nationale, qui était le premier président de l'Assemblée nationale. Des questions techniques, des questions théoriques, des questions pratiques aussi. Par exemple, si vous partez et qu'il y a telle situation à laquelle vous êtes confronté, comment est-ce que vous allez réagir? Et quand je finis, moi j'ai toujours eu cette assurance. Quand je finis, j'appelle mon mentor au téléphone, Ibrahim Diabaté. Je lui dis, allô président, moi je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des autres, mais moi je crois qu'ils m'ont retenu, qu'ils m'ont pris, que j'ai tué. En français, parce qu'il dit président, il est tué. Il dit, oh, petit Toclo là, il aime bien m'appeler comme ça. Il dit, petit Toclo là, d'accord, donc on attend les résultats. D'accord. Que j'ai tué. Et quand ils ont fini de me dire ça, que non. Donc vous, dans votre conception, vous êtes sûr que vous avez déjà le concours? Quand ils m'ont fait un concours, je sais qu'on me prend. Ah ok. C'est quoi? C'est une conviction ou c'est quoi? C'est un travail. C'est un travail. Parce qu'on travaille. Les questions qu'ils m'ont posées, si je n'avais pas révisé ces questions, je ne pourrais pas répondre. Tandis qu'il y a d'autres candidats qui étaient mais qui n'ont pas pu répondre. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de travail. Parce que la chance ne réussit qu'aux esprits entraînés. On va en parler. Donc, quand je finis de faire ça, le soir, on m'informe que sur tous ceux qui ont passé l'entretien, nous sommes 2 à être retenus. Une femme et un homme. Et moi, je suis l'homme à être retenu. Et là, je pars au Canada. Mais avant de partir au Canada, on a fait 3 mois d'immersion à l'Assemblée nationale où on travaillait avec les députés sur le projet de loi pour pouvoir vraiment nous former. Et c'est pendant ces 3 mois-là que... Il faut comprendre les prérogatives de l'Assemblée. Voilà, et avoir travaillé même au sein d'une assemblée réelle. Et c'est pendant ces 3 mois-là qu'on lance le concours de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Ah ok, pendant vos 3 mois à l'immersion. Voilà, pendant nos 3 mois à l'immersion à l'Assemblée nationale, c'est là qu'on lance le concours de l'IFP pour la prochaine vague. Et pour la prochaine vague, on lance le concours. Je poursuis le concours. Donc je pars faire, il y a différentes phases aussi, une étude de dossier, en vérité, l'étude de dossier, je pars faire l'entretien. J'ai fini de faire l'entretien. Comme d'habitude, un jeune rempli de confiance qui se dit que non, il a été retenu à l'Assemblée nationale. Et c'est que. Donc, je pars au concours. Quand je finis de faire l'entretien, les résultats ne sortent pas immédiatement. Puis, par la grâce de Dieu, nous, on part au Canada pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, au Canada, là-bas, il y a des choses qui se passent. Par exemple, au Canada, il y a eu une première élection parce qu'on a été divisé en 3 groupes. On appelle ça des commissions. Donc, on a été divisé en 3 commissions. Et parmi les commissions, il y avait des élections pour être rapporteur général de la commission. Et le rapporteur général, c'est celui qui présente tous les travaux que nous allons faire. C'est l'ensemble des jeunes, hein, c'est l'ensemble des jeunes du monde qui parlent la langue française qui se sont réunis pour pouvoir proposer au fait des projets de loi qui seront appliqués au monde. Donc, comprenez déjà l'ampleur du travail que nous sommes allés faire. Et avec des petits blancs, dans ma commission, il était pratiquement le seul noir avec une autre fille noire. Il remporte l'élection parmi les blancs. Une première fois. On dit non, que l'élection que vous avez mélangé femme et puis garçon. Donc il faut reprendre un garçon rapporteur à part et puis une femme rapporteur à part. Donc au niveau du rapporteur homme encore, pour la deuxième fois de suite une élection,
Déjà, ça fait peur, tu as le seul mois. Effectivement, effectivement. Deuxième fois encore, on voit tout et tout. On nous demande de refaire même un speech. Donc, je refais un speech. Une deuxième fois, je gagne l'élection encore. À une voix d'écart. Les organisateurs sont descendus, sont remontés pour dire non, que c'est pas comme ça se passe normalement quand on doit faire une élection de groupée. Donc, on n'a qu'à tout reprendre. Pourtant, il y avait différents postes. Il y a des gens qui aiment être président. Quand on dit président, on dit non, il est le président de la commission. Or, le président de la commission, lui, il ne parle pas devant l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui se sont présentés pour être président de commission, comme ils ont vu que de l'autre côté, ils avaient perdu, ils se sont tous rabattus sur le poste de rapporteur. Parce que c'est là maintenant les gars ont expliqué que le rapporteur, c'est ceci, c'est cela. Et c'est celui qui va parler devant telle personne, devant telle personne, devant telle personne. Or, ce sont des choses que nous, avec notre Assemblée nationale ici en Côte d'Ivoire, on avait déjà travaillé. Donc, eux tous se rabattent sur le poste de rapporteur. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Et là, même, je coule des larmes parce que ça fait la troisième fois quand j'ai pris une élection, il y a l'impression qu'on veut tout faire pour m'écarter de l'élection. La troisième fois, j'ai refait un speech. Dieu merci, la veille, il avait bossé le nom de tous ceux avec qui. Ah, mais Dieu, il est ivoirien. Dieu est ivoirien. Dieu, il est ivoirien. Je vous assure. Allez-y. Donc, Dieu merci, la veille, il avait déjà bossé le nom de tous les membres de ma commission. Donc, je fais un discours ciblé sur les personnes. Et quand j'ai fini de faire le discours, vraiment une masterclass, on m'élit encore une troisième fois dessus. Waouh! Ah bon? Et quand on finit de m'élire une troisième fois dessus, je prends maintenant les travaux qu'on a fait en commission. C'est là que je pars en fait présenter ces travaux devant l'Assemblée nationale de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et quand je présente ces travaux, imaginez devant qui, devant Adama de Togo, devant l'ensemble des députés de Côte d'Ivoire. C'était vraiment une expérience extraordinaire. La veille, il était tellement heureux. Mais imaginez encore, pour rappeler l'expérience de l'IFP, en même temps qu'à Abidjan, les résultats de l'IFP sont sortis. À la veille, ou bien le jour où j'ai fini de présenter. Non, j'étais toujours au Canada là-bas. Ah oui. Où j'ai fini de présenter les travaux, vraiment c'était une masterclass. Il a même tiré photo avec Vito Go, il m'a félicité, on a parlé, tout et tout, avec l'ensemble des députés. Vraiment, c'était. Il y a même rencontré le ministre Assis Djidji, lui aussi vient de Gagnoa, qui lui a dit il suffit de Gagnoa, il était vraiment content, il m'a donné des conseils. La veille, il rentre à l'hôtel, on m'informe qu'ici à Abidjan, les résultats de l'Institut de formation politique sont sortis. Et puis, il n'a pas été retenu. Ah bon? J'étais mon micro là. Il n'a pas été retenu. Attends, je n'en veux pas. Allez-y, expliquez. Parce que franchement, l'histoire est quand même intéressante. Vous savez comment il y a tellement de rebondissements. C'est pour ça qu'on a besoin de film. C'est la réalité. C'est pourquoi on fait l'émission. C'est-à-dire que vous voyez, si on ne se déplace pas pour venir vers ces personnalités-là, on ne saura jamais effectivement tout ce parcours qu'ils ont enduré. On dit non, ils sont des belles voitures, non, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont dû endurer. Et ça, c'est quand même une très belle expérience, franchement. Je pense que nos étudiants vont comprendre, nos jeunes vont comprendre que franchement, il faut avoir du courage parce que dans tout ce parcours, ce qu'on excelle, l'engagement, la résilience, c'est la détermination, aller jusqu'au bout. Malgré qu'on vous a éliminé à plusieurs reprises, mais vous avez continué, croire encore à votre rêve. Wow. Et donc quand je ne suis pas revenu, je suis au Canada et ça m'abat totalement. Il n'est même plus la foi, c'est que toute la nuit était là-bas, j'ai pleuré parce que c'était la 4e promotion et j'ai toujours rêvé de faire une formation politique. Parce que je suis médecin de formation et dans mes activités de tous les jours, je suis confronté à la politique. Donc il me faut un minimum de connaissances et de formation, en plus de la pratique que je fais avec mes patrons qui mettent aussi. Il me faut un minimum de théorie pour pouvoir appuyer ce que je fais. Et là, en fait, là-bas, je m'effondre. J'appelle mes présidents, le président Dr Djomandé Youssouf me dit, c'est pas grave, que en tout cas, il faut prier. J'appelle mon président Ibrahim Adjabate, il dit, oh, toi tu es dit au Canada, que c'est quoi encore, il sait qu'il faut te concentrer ce que tu as fait là-bas. Donc il dit, d'accord, président. Mais pendant ce temps, pendant que je suis là-bas, on m'informe que c'est vrai, il est tapé pour tout, mais sauf que c'est un peu comme un concours. Tu vois, le concours, il y a par exemple la liste peut-être des 60 premiers qui ont été retenus. Il y a la liste peut-être des 10 personnes qui ont eu la moyenne peut-être, mais qui n'ont pas été pris. Et s'il y a des personnes qui ne vont pas au cours, c'est ces personnes-là vont remonter. Ah, ok. Et il y a une première liste pour les résultats définitifs. Non, les résultats définitifs sont sortis. N'est-ce N'est-ce pas? Maintenant, il y a une liste d'attente.
La liste d'attente, c'est la liste faite de ceux au fait, qui n'ont pas été retenus, mais par contre, leur profil intéresse. Au cas où il y a des personnes qui se désistent, ces personnes en fait, pourront intégrer l'institut. Ah, ok. Donc, imagine. Vous, votre nom faisait partie de la liste d'attente. Donc, comme ça, quand il a compris que mon nom faisait partie de la liste d'attente, il a commencé à prier. Désolé, il a commencé à prier. Le groupe là, elle a qu'à se désister. Donc, vraiment, il a commencé à prier. Le malade des enfants, le malade. D'accord. Donc, j'ai commencé à prier pour que vraiment, ils n'ont qu'à se désister. Que quelqu'un se désiste, tu vois. Je reviens encore, je vais continuer à prier. Un mois, ils ont commencé le cours à l'IFP, personne qui s'est désisté. J'espère toujours, mais vraiment mon cœur commence à me brûler. Un mois et demi. Ici, couché à la maison, on m'appelle, un numéro m'appelle, il décroche le téléphone. Allô, on parle bien à M. Nyaboyo Guichaka. Et j'ai vu, on parle à M. Nyaboyo Guichaka. Que votre nom faisait partie de la liste d'attente des auditeurs de l'Institut de formation politique. Nous avons des places qui viennent de se libérer. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par la formation? Waouh, à la maison. On s'appelle comme ça. Et ça, c'est la grâce, franchement. Moi, je dis que quelque part, il y a l'engagement, mais il y a quelque chose qui nous suit en fait. Et comme vous avez dit, chacun de nous a quelque chose derrière qui fait la différence. C'est ça. Et on vous a appelé et vous êtes parti sans hésiter. Parce qu'au départ, la formation vous intéressait. Nous, on ne peut pas dire non, quelqu'un qui cherche à se former. Donc, il a fait mon malin, il avait réfléchi, et puis il a rappelé le lendemain. C'est le voyage. C'est ça qui l'intéressait. Il a dit d'accord, bon, en tout cas, permettez-moi de voir, en tout cas, puis de vous relancer. Mais en tout cas, vraiment, c'est une expérience qui vraiment m'a marqué. Tu comprends? Parce que tu te dis qu'arrivé un moment, tu penses que tu es arrivé à une certaine échelle, ou encore tu penses que tu es le meilleur, tu penses que par ton travail, tu es capable de tout. Et puis un échec vient te rappeler que non, tu n'es rien, et que l'humilité est la base d'une réussite sérieuse et une réussite au fait constructive. Et cette leçon m'a appris beaucoup d'humilité. Parce que je me suis dit que le fait qu'il ait été retenu par des députés, ce n'est pas à l'IFP, ils vont me récaler. Mais le fait qu'on me récale, qu'on me dise qu'il y avait des candidats qui étaient bien meilleurs que moi, et que je ne figure pas parmi la liste des meilleurs d'abord, et que mon nom est sur une seconde liste là-bas, ça m'a fait comprendre que non, au contraire, je ne suis pas arrivé, que j'ai beaucoup de travail à fournir, j'ai beaucoup de travail à faire. Et c'est épris de cette frustration et de cette humilité que de retour au pays, j'intègre l'Institut de formation politique. Mes amis avaient déjà commencé un mois et demi la formation. Et moi, je suis déjà en retard. Je suivi la formation. Je suis déjà en retard. C'est une formation politique. Tu rentres, il y a plusieurs jeunes qui sont dans des partis politiques. Il y a un réseau même qui est déjà adapté. Voilà, il y a un réseau qui est déjà adapté. Et tu risques d'être facilement impressionné. Parce que toi, tu es médecin de formation déjà de base, tu n'es pas politicien de base. C'est vrai que tu fais l'engagement associatif, l'engagement citoyen. Tu as ton idéologie et ton opinion politique, mais tu n'es pas politicien de base. Donc quand je rentre, je suis beaucoup impressionné par ces jeunes politiciens que j'avais l'habitude de voir sur les réseaux. On se côtoie, eux aussi ils me connaissaient, on se côtoie, tout et tout. Et au fur et à mesure, eux comme ça, ils font la politique depuis peut-être 5, 6, 7 ans. Tu vois, moi je me suis engagé, ça fait 2, 3 ans. Donc on n'a pas le même niveau. Et moi je dois fournir beaucoup plus d'efforts parce que j'ai déjà fait un mois de cours raté. Donc quand je viens, ce sont des trucs qui ne savaient pas forcément, mais eux ils venaient juste faire le cours. Comme ils venaient, ils partaient à besoin, ils bossaient le cours comme s'ils partaient faire interrogation. Ah ok. Oh. Donc quand on faisait le cours par exemple de l'idéologie politique avec professeur Magon Ndei comme ça, quand on finit le cours, ils m'ont fait m'asseoir à la maison et puis ils posent le cours d'idéologie politique. Bien comprendre. Pour bien comprendre. Ils m'avaient recherché les vidéos YouTube, ils m'avaient... Donc, et on faisait le cours que... la formation autodidacte. Voilà. Et on faisait le cours les week-ends. Donc, quand on finit de faire le cours les week-ends, comme ça, le samedi et le vendredi, le dimanche, ils révisent mes cours, quand ils finissent de réviser, le lundi, quand ils m'avaient au stage à l'hôpital, quand ils m'avaient le soir au CNJCI, il y a le président Ibrahima Diabaté à qui je pose une question. Président, comment on fait ci? Président, comment on fait ça? On a fait tel coup. Comment ça se passe de façon pratique sur le terrain? Et puis il m'explique un peu. C'est comme ça en fait la formation politique, théorique et puis vraiment la vraie politique, la vraie formation politique, c'est vu net. Et là-bas on nous informe au début de l'année que non, à la fin vous allez faire les différents partis politiques.
Ah, c'est le petit crack, en fin d'année, Voilà. le petit jeu. Le petit jeu, c'est ça. C'est une simulation. C'est ça, une simulation élective. Que vous allez faire des différents partis politiques. Et les partis politiques, ça sera en fait comme organisé comme des vrais partis politiques. Et dans ces partis politiques, il y aura un président du parti que vous allez voter, vous allez faire vos statuts au règlement intérieur, et puis ensuite vous allez choisir les candidats du parti. Est-ce que vous comprenez? Et donc, président du parti, ça ne m'intéresse pas. Je ne dépose pas ma candidature. Je travaille, on fait les tests, les tout et tout, je suis ouvert à tout le monde. Mais par contre, ma priorité, c'est que quand il partait au coup là, je voulais vraiment participer au débat politique, participer à la compréhension politique. Donc, j'étais beaucoup plus concentré sur le coup que nous faisions. Pas forcément sur ce qui se passait aux alentours, cette histoire d'élection, tout. C'était pas ça ma priorité. Donc, président de commission, je ne suis pas président de commission, c'est mon ami Mamadou Ba qui est président de commission. Voilà. Il y avait déjà aussi, avant le poste de président de commission, il y avait le poste fait de celui qui va gérer le comité de pilotage. Je ne me suis même pas présenté. Vous l'objectif c'était de se former. C'était de me former. Avoir une bonne formation. Avoir une bonne formation. Mais c'est ça le président, non, vous payez, c'est pas nécessaire le titre là, c'est pas ça. Si tu me remarques bien, même le titre, après la formation, le titre c'est fini. Le titre c'est fini. Mais ce qui reste, c'est la formation. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Donc vraiment, les titres, c'est quelque chose qui ne m'attire pas forcément. Donc on travaille toujours, tout et tout. Et à l'IFP, on fait très souvent des débats politiques. D'accord, oui, souvent je vois. Voilà, on fait souvent des débats politiques. Et à côté de ça, j'ai compris que vu qu'il y a beaucoup de lacunes de base en politique, je suis médecin de formation, il y avait beaucoup de lacunes. La meilleure manière au fait de pouvoir combler ou encore de pouvoir apprendre des choses, c'est la lecture. Donc, partout où tu me vois, tu vas forcément un livre déposé, même à Dumont, tu vas un livre déposé. Donc, par exemple, cette année, j'ai lu 52 livres. Je comprends que toute ma vie se résume à lire. Donc, je lisais beaucoup. Et quand je lisais, l'essentiel de ce que je lisais, je prenais pour faire les débats. Donc, comme ça, à l'IFP, on avait l'habitude de débat. Or, qui te parle de débat, te parle de confrontation d'idées. Qui te parle de confrontation d'idées, te parle d'une manière de pouvoir asseoir un leadership par la clarté de ton raisonnement et surtout par ta manière de convaincre les gens sans utiliser de gros mots, sans utiliser de crimes. Et c'est ce qui fait un peu ma renommée. On m'appelait l'homme des chiffres. L'homme des chiffres, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu pour modèle le ministre Mamadou Touré. C'était l'un de mes modèles. C'est quelqu'un de très pragmatique qui travaille avec les chiffres. Parce que quoi qu'on dise, les chiffres sont l'émanation de ce monde-là. Les chiffres, en fait, permettent en tout cas d'avoir de façon pratique les choses qualitatives. Donc, permet de quantifier le qualitatif. Donc, il y a toujours aimé les chiffres. Parce que ça nous permet d'avoir une preuve. Donc, il travaillait et puis il débattait beaucoup avec les chiffres, avec les données internationales. Donc, on m'appelait l'homme des chiffres, l'homme des chiffres, l'homme des chiffres. Donc, tu vois que finalement, il n'y avait aucune ambition d'être président, de faire ça et tout. Et à la dernière minute, on nous convient à une réunion. À la dernière minute, on nous convient à une réunion avec non, le ministre Mamadou Touré doit venir par rapport à votre élection. Et par rapport à votre élection, vous avez une réunion devant lui, vous allez dire qui est votre candidat. Donc, même le jour, il ne savait pas que c'est moi qui étais candidat. Ah bon? Le jour le jour du vote, on a fait une réunion à 2 semaines, à une semaine d'avant même, à une semaine ou 2 semaines avant le jour J. Donc, parce que c'était le travail de 1 an. Donc, pendant 1 an, ce que vous avez travaillé, vous devez faire l'élection de l'État. Donc, on s'en va à l'activité avec mes amis, on connaît le président du parti, mais sauf que, encore une fois, bon, dans notre situation, la plupart du temps, le président du parti, c'est lui qui est censé être le candidat du parti. Donc, dans la tête de tout un chacun, on s'est dit que bon, c'est le président qui allait être candidat du parti. Et non, et lui-même, il avait déjà exprimé sa volonté d'être candidat. Et on s'en va en assis. 10 minutes avant que la réunion avec le ministre commence, les gars demandent, mais vous l'avez même marché, voilà, on a notre président, mais qui sera candidat? Et il y a mon ami Diakité Sekou qui était directeur de campagne lors de cette élection-là pour moi. Il dit que, mais Shadrach Maquette, notre candidat. Comme ça. Moi, mais il n'était pas candidat. Il dit, mais Shadrach Maquette, notre candidat, c'est pas lui qui débat bien, si c'est pas lui qui s'exprime bien. Shadrach Maquette, notre candidat. Il dit, attends, tu es sérieux? Oui, tout le monde dit oui, Shadrach Maquette, notre candidat. C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait la médecine. Vous voyez, qui a fait la médecine. C'est-à-dire que lui, il vient pour se former dans le but d'avoir une connaissance. Et c'est lui qu'on prend en tant que le chargé du représentant pour ces élections. Waouh. Et il y a quelque chose de fait qu'il a compris, c'est que à chaque fois que tu as attiré un poste, le poste ne vient pas à toi. Ce qui doit intéresser les jeunes aujourd'hui, vu qu'on fait ce podcast-là, ce n'est pas au fait être ceci, être cela, être président, être un.
Ce qui doit intéresser déjà, c'est la formation, la qualité de notre réflexion, la qualité de proposition que nous avons, le bagage intellectuel que nous avons. Parce que plus vous avez un bagage, plus les opportunités s'offrent à vous sans que vous ne fassiez d'efforts. Et mes amis qui ont décidé de faire non, Charles n'a qu'être candidat, il n'ai pas dit. Et c'est quand ils m'ont dit d'être candidat qu'il a dit d'accord, il a compris qu'il devait être candidat. Pendant ce temps, pour éviter des frustrations, vu qu'il y a le président du parti qui voulait être candidat, on a fait une négociation, un conclave à deux pour essayer de négocier. Il a dit, tu sais mon frère, je t'aime beaucoup et il sait que tu m'aimes. Je te promets une chose, je sais très bien que s'il m'envoie aux élections, il gagne. Parce que tu connais ma capacité de débattre. Mais à moi seul, je ne peux rien faire. Parce que c'est toi qui as géré le parti. Et si aujourd'hui on doit s'entendre, si aujourd'hui on doit changer la manière de faire la politique, il faut que nous-mêmes à notre petite échelle, on puisse réussir à s'entendre sur les choses basiques. Donc moi, je vais déposer ma candidature. Il faut m'accompagner. Tu resteras toujours président du parti. Ça sera toi qui vas tout gérer. Et puis on va continuer. Et il accepte. Et je suis président et je suis candidat du parti. Et il y a 2 semaines, on m'informe qu'il y a une élection. On doit mobiliser des fonds. Et de créer un projet de programme avec l'ensemble de mes membres de l'équipe. On doit travailler sur la communication. On doit faire ça, on doit faire ça. Donc, tout le travail que vous avez vu pour ceux qui étaient au Sofitel, voilà, nous avons fait cela en fait au moins de 2 semaines. Même ces projets et programmes qui ont été récupérés par certains partis politiques aujourd'hui. Waouh! Oui, nos projets et programmes ont été récupérés par certains partis politiques. L'assimilation là? Oui. Nos projets et programmes ont été récupérés par certains partis politiques qui étaient tout et tout. Nous avons fait ce travail au moins de 2 semaines. Nous avons fait des nuits blanches. Il y a même la vidéo de mon portable. Nous avons veillé pendant des nuits, pendant des jours, en train de travailler sur tout, en train de déterminer. Donc, quand on a fini de faire ce travail-là, mais regardez ce qui est bizarre. En ce moment, il avait déjà choisi, parce que l'IFP m'a permis d'avoir au moins une connaissance politique. Et j'étais engagé dans la vie associative, mais il n'y avait pas une idéologie politique. Il savait ce qu'il voulait, mais il n'y avait pas une idéologie politique franche. Et c'est à l'IFP que j'apprends les différentes idéologies. Et que je sais que moi, je suis un libéral. Mon idéologie correspond plus à la droite. Tu vois, mon idéologie correspond plus à la droite. Et on me demande d'être candidat pour un parti socialiste. Attends, là, il y a problème là. Il y a problème là. C'est pas normal là. Tu vois. Donc, c'est comme si, Oui, mais comme c'était la simulation, vous avez joué, je ne peux pas. Oui, mais non, mais du moment où vous me votre cœur n'y est pas, ça va poser problème. Parce que vous êtes la droite. Mais le problème, c'est que c'était difficile. Pourquoi? Parce que moi, je suis un farouche défenseur de la droite. Je suis un farouche défenseur de la droite. Je crois que la politique, c'est la symbiose de toutes les idéologies. Mais l'idéologie qui prime pour moi et chez moi, c'est vraiment la droite. Et étant un farouche défenseur de la droite, il me disait, oh là, ça serait difficile. Et ce travail m'a permis de faire quelque chose parce que, étant campé dans mon camp ou encore dans mon idéologie de droite, je n'arrivais pas à concevoir ce que les gens de gauche au fait faisaient ou disaient. Dans ma tête, lorsqu'ils parlaient de choses ou encore j'ai constaté ça, je leur disais, bon, ce que tu as constaté là, tu as constaté sur la base de quoi? Sur la base de quelles données? Sur la base de quelle étude? Qu'est-ce qui prouve la véracité de tes propos? Et puis, lui, sur un chiffre, non, par exemple, il y a par exemple l'Office migratoire international qui a déclaré ça. Donc, ce que tu as constaté sur la base d'un seul cas que tu prends, et même ce cas peut être subjectif ou non, hein, non, ne reflète pas forcément la réalité. Tu vois. Non, je ne me mettais pas forcément à la place de l'autre. Je débattais uniquement dans l'objectif de pouvoir défendre mon idéologie de droite. Mais maintenant que je suis candidat de gauche, je suis obligé d'adopter l'esprit de gauche, de me comporter comme quelqu'un de gauche, de penser gauche, de vivre gauche, de manger gauche. Donc tu vois le travail de 2 semaines que j'ai eu à faire. Donc pendant 2 semaines, j'écoutais les vidéos de la gauche, j'écoutais les grands partis de gauche, je lisais les livres, il y a eu même plus de 3 livres des leaders de la gauche pour pouvoir voir même l'essence même de la gauche, tu vois, afin de pouvoir défendre tous nos programmes et nos projets qui émanaient des partis socialistes. Et on y va à l'élection. Étant toujours calme dans le débat, je reste en tout cas très focus sur le débat, j'évite les attaques personnelles, à la fin on me dit qu'ils remportent les élections. Et c'est ça en fait, c'est le triomphe seulement, vous avez vu, vous dites non, il a remporté les élections, il était brillant, sinon il y a eu beaucoup de travail dans le secret. Et comme j'aime bien le dire là, le parcours ou encore le chemin parcouru est plus important que la destination. Ça, le chemin parcouru, chers jeunes,
le chemin parcouru est plus important que la destination. Prenons la peine de pouvoir nous former, de pouvoir faire nos classes. Là, comme ça, lorsque nous allons arriver à notre destination, nous ne serons pas des parvenus, nous aurons un parcours, un bagage réel. Wow, wow. Je pense on va terminer avec la plus belle question que tout le monde attend. C'est de la présidence. Je serais terminé l'émission sans poser cette question. Parce que franchement, c'est la plus belle question. C'est ça. Comment est-ce que vous avez pu chuchoter jusqu'à ce que vous soyez le représentant jeune pour la présidentielle au sein des jeunes du RHGP? Comment est-ce que vous avez... Parce que moi, quand j'ai vu à la télévision, j'étais quand même... Je me dis, mais waouh, c'est exceptionnel là. Voilà, c'est ça. Donc expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a appelé? Donc, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai terminé l'IFP. Quand j'ai terminé l'IFP, je connais mon idéologie. Je sais que je suis de droite. Je suis de droite, il y a pratiquement deux partis qui répondent à cette idéologie en Côte d'Ivoire ici. Il y a le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et puis il y a le Rassemblement des Opportunistes pour la démocratie, le RHDP. Et par contre, je suis beaucoup plus attiré par le RHDP parce qu'il gère des personnes qui sont des modèles pour moi. Vous êtes libéral? Voilà, je suis libéral, sans que ces personnes le sachent. Parce que moi, dans ma tête, tu n'as pas besoin d'être en contact avec la personne pour qu'il soit ton modèle. Tu vois, j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup le ministre Mabé Touré. Et puis, j'adore le travail qu'il fait. Donc, il est toujours considéré comme un modèle, peut-être sans qu'il ne le sache, non, tout et tout. Et je suis poussé par ça, je décide en tout cas d'être RHDP, de défendre en tout cas les idéologies du RHDP. Mais le problème, c'est que... L'engagement a commencé quand au sein du RHGP? L'engagement au sein du RHGP a commencé juste après les élections de l'IFP. Ah, ok. Mais je n'ai pas intégré le parti. Mais en tout cas, j'avais déjà dit certains trucs, en tout cas, je suis RHGP et puis j'ai commencé à faire certains travaux. Vu que le système de mes travaux était dans une backstage, même je call that une backstage. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français. L'ancienne école? Non. Quelqu'un qui n'est pas à la lumière, qui travaille derrière, dans l'ombre quoi. Dans l'ombre, backstage. Donc il travaillait plus au fait dans l'ombre afin de pouvoir proposer certains trucs, tout. C'est l'essentiel de ce qu'il fait qu'il continue. C'est un peu comme le directeur de cabinet, voilà, tout en attache, on ne les voit pas vraiment, mais on les voit pas forcément le boulot. Voilà, on ne les voit pas forcément. Moi en fait c'était ça, en fait, je voulais vraiment faire au sein du RHG, pas accompagner tout. Et on finit l'IFP 2 mois après, 3 mois après, moi je continue mes activités, je poste sur mes réseaux, tout. Et là, il reçoit un appel. Un appel toujours d'un numéro vraiment. Un appel toujours. L'appel toujours. L'appel. Un appel qui me dit que, en tout cas, on a bien aimé ta prestation à l'issue des formations politiques. Est-ce que tu aimerais faire ci, tu aimerais faire ça? D'abord, il y a ticket. Et j'ai dit d'accord. J'ai raccroché l'appel. Quand il est fini de dire d'accord. Vu qu'aucune chose ne peut se faire, vu qu'en réalité, aucune chose ne peut se faire sans le OK ou encore la bénédiction de ceux qui ont toujours été là pour toi. Donc il appelle mon mentor Ibrahima Diabaté. Allô président, voilà ce qui se passe, tout et tout. Qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, lui il est la politique, lui il est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et que en réalité la décision est mérifiée. L'essentiel, je suis son fils, je suis son filleul, qu'il va toujours m'accompagner et qu'il sera là toujours pour me protéger. Ça m'a beaucoup touché. Cette parole-là vous a touché. Ça m'a touché. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ça touche d'avoir quelqu'un qui veille sur lui, qui, en tout cas, parce que le monde de la politique, c'est un monde, en tout cas. Oui, c'est un monde vieux. C'est un monde, voilà. Donc, il décide comme ça, vu qu'il y a toujours un milieu à RHGP. Et c'était ça même mon idéologie, ça ne correspond pas à mon idéologie. Donc, il décide d'intégrer. Et puis, de travailler. Donc on faisait quelques réunions, tout et tout. Mais par contre, il ne savait pas en réalité quel poste il allait occuper. Il savait que je sais et je savais que Dieu m'a donné cette petite grâce de savoir argumenter, de savoir débattre, de savoir parler, de lire un peu de livres et puis de savoir défendre. Mais il est concret, vous voyez. Voici un livre qui prouve qu'il lit beaucoup. Voilà, donc je vous demande de vous en procurer. Lisez beaucoup également, lisez beaucoup. Allez-y. Donc, en tout cas, je sais que voilà, mais on fait des réunions, tout, mais je ne sais pas en réalité qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, on fait des réunions, je vois le ministre vraiment à qui il est toujours venu ressembler et tout de loin. Jusqu'à la veille, on m'informe pour me dire que non, il y a la cérémonie de présentation de la direction des campagnes centrales jeunes, que je dois être à la cérémonie.
il était à l'hôpital. Il était à une clinique à Trècheville. Il était en plein boulot. En plein boulot. On dit non, il doit être à la réunion d'abord le soir à 18h, et puis le lendemain, il doit être à la réunion. Oh, il était de Galles. Donc à 18h, il va prendre la veste, tout ça. Où il prend la veste. Donc, moi, il m'en fait à la réunion de il m'en fait à la réunion de un tricot, dans un habit bizarre, avec nos chaussures babouches de médecine. Il voit là-bas le ministre. Il voit tous mes amis, ils sont en veste. Les directeurs de société, les jeunes vraiment leaders, ils sont en veste. Et puis moi, un tout petit. Tu vois. Parce que quoi qu'on dit, je ne suis pas âgé. C'est ça. Oui. J'ai 24 ans, effectivement. Peut-être il y a des gens qui me font que non, je serai porte-parole dans le cadre de la direction des campagnes. La joie, l'accomplissement. Pour moi, au fait, c'est 3 ans, vu que ça faisait en fait à peine 3 ans de licence 3 doctorat. Ça faisait 3 ans qu'il était engagé activement. En 3 ans, être là, tu vois, je me suis dit que ce n'est pas pour ma force. Ce jour-là, il a juste appelé ma maman. Il a appelé par la suite mon pasteur. Et puis il a commencé à remercier Dieu. Il a vraiment commencé à remercier Dieu. Parce qu'il me suis dit que c'est Dieu. Effectivement. Avec tout ce parcours, franchement. De quelqu'un qui n'avait pas été retenu au débat de l'IFP, qui finit en tout cas par remporter les élections de l'IFP. Et je suis sûr que c'est là-bas qu'ils ont détecté un potentiel. Je suis sûr. Parce que ce jour-là, il y avait même le premier ministre qui était vraiment fait émerveillé. Il y avait tous les ministres qui étaient vraiment émerveillés. C'est ce jour-là, il a pu me faire énormément de contacts parmi les plus hauts dirigeants de ce pays qui étaient vraiment en tout cas émerveillés de la qualité du travail qu'on a eu à fournir, moi et puis l'ensemble des membres de notre parti. Et là, il y a commencé à remercier Dieu. Il a su que vraiment c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Parce que je ne suis pas forcément le meilleur, je ne suis pas le plus intelligent en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas celui qui parle le mieux en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le meilleur débatteur de Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais s'ils m'ont choisi, c'est que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et je pars à la cérémonie. Et c'est là, vous voyez, à la cérémonie, on me présente officiellement en tant que porte-parole centrale jeune. On me présente en tant que porte-parole centrale jeune. Là, maintenant, le travail commence. Parce que d'autres ont pensé qu'être porte-parole, il suffit de dire que non, je suis porte-parole. Vous avez juste le micro devant vous. Non, bien au contraire. Le cahier des charges. On devait maîtriser les programmes et les projets du parti pour l'année de 2025 à 2030. Que j'ai bossé par cœur. En si peu de temps. Hein. En si peu de temps. Et en ce moment, vu que les projets et les programmes ne peuvent pas sortir avant le début de la campagne. Ah, d'accord. Donc c'est la veille de la campagne, vu que tu es porte-parole. Effectivement. Tu dois convaincre, tu dois défendre, tu dois argumenter, tu dois débattre. Donc c'est la veille. Quand ils ont présenté le projet officiellement, quand la campagne était lancée officiellement, que nous, comme tous les autres, on a pu avoir le programme. Donc on n'avait aucun avantage. Donc on devait bosser le programme par cœur, connaître le programme, identifier le programme correctement, savoir le défendre, savoir le rendre. Donc c'est un travail de longue haleine. Dieu merci, vraiment il y avait des aînés qui nous ont aidés, qui nous ont vraiment coachés durant tout ce parcours-là. Mais après ça, vu que c'est le parti au pouvoir, et que quand tu finis de défendre, de parler de projet, de programme, tu dois défendre le bilan. Tu sais qu'ils vont t'attaquer, et c'est un bilan de 15 ans que tu dois défendre. Donc tu dois bosser le bilan, tu dois apprendre le bilan par cœur. Un médecin qui va se retrouver sur des plateaux de télé en train de parler d'économie. Un médecin, par exemple, mon débat sur l'intelligence TV, il parlait de souveraineté. Tu vois. Un médecin qui va se retrouver en train de parler de souveraineté, de défense militaire, d'économie, de finances, de port. Il fallait défendre, et puis en plus, il fallait défendre le bilan, le projet, de parler du projet, du programme. Il fallait avoir des connaissances poussées. Parce que tu peux te retrouver à faire un débat avec un expert, par exemple, en finance. Donc, si tes connaissances, au fait, ne sont même pas basées, tu pourras juste parler de ce que tu as vu, mais tu ne pourras pas rentrer en profondeur. Et ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas l'image que je veux de moi, ce n'est pas la qualité du travail pour lequel on nous a choisi. Donc c'est un travail de très longue haleine que nous avons effectué en offre, que nous avons effectué loin des caméras. Et quand ce travail a été fait, vous avez vu quand nous envoyé sur les plateaux de télé pour aller défendre les idées du candidat. Et pour la campagne de porte-parole, je n'étais pas seul. J'étais avec l'honorable Younous, qui est député suppléant. J'étais avec Yeo Denimani, qui est directeur de cabinet de l'Union des jeunes du RAGP. Voilà. J'étais avec Alexis Bouda, qui est également membre du bureau exécutif national de l'Union des jeunes du RAGP. Et surtout, j'étais avec René Armstrong,
tu vois, qui est aussi, elle est une jeune brillante, très intellectuelle, très posée. Vraiment, c'était un comité d'experts, de jeunes experts, avec qui on a fait ce travail de longue haleine là. Et puis, on nous a vraiment déployé sur l'ensemble du territoire. Wow. Donc, et le problème, c'est que quand on dit porter la parole, c'est à deux volets. Porter la parole, c'est vrai, porter la parole du candidat devant les pères jeunes, mais porter aussi la parole des jeunes devant le candidat. Donc là, il y a deux sens. Tu dois porter la parole du candidat devant les jeunes et tu dois porter la parole des jeunes devant le candidat. Et pour porter la parole du candidat devant les jeunes, quelle est la différence qui s'offre à nous? Tout le monde est en campagne. C'est ça. Donc nous aussi, nous devons aller en campagne. Il faut profiter de l'occasion. Nous aussi, nous devons aller en campagne. Et notre campagne, nous l'avons fait en tant que porte-parole jeune. Nous avons mené des avoues, les images sont toujours là, avec René Armstrong, les autres aussi sont également partis en campagne, Denis Mani, Alexis Gouda, ils sont partis en campagne dans les zones reculées de la Côte d'Ivoire. Nous avons sillonné la ville d'Abidjan, par exemple à Williamsville, nous avons mobilisé près de 3000 jeunes pour faire une mobilisation. Nous avons visité pratiquement tous les grains d'Abobo, c'est-à-dire qu'on apportait vraiment la parole du candidat en tant que porte-parole au plus près même des jeunes, pour dire que on peut te faire confiance, on peut te confier un poste, on peut te confier un titre. La politique sur le terrain. Hein. Voilà, on peut te confier un poste, on peut te confier un titre. Mais tu dois également travailler. Parce que si on te donne un poste de terrain, tu dois montrer que tu as assez compétences sur le terrain. Et ça, nous avons une obligation de le faire. Pas l'obligation parce qu'on nous obligeait, non, l'obligation envers nous-mêmes. Parce que nous sommes redevables et nous devons faire produire un travail qualitatif. Et donc nous avons sillonné. On a porté la voix du candidat. On est parti expliquer à nos parents comment on vote. On est parti expliquer à nos parents quand on dit pour une grande Côte d'Ivoire, là, ça veut dire quoi? Quand on dit pour une grande nation, ça veut dire quoi? On est parti expliquer à nos parents les projets économiques et l'ensemble du volet des projets sociaux que notre candidat veut faire. On est parti tout détailler, pratiquement partout. Quand on a fini de porter la voix, on dit qu'il y a une cérémonie de meeting. Le fameux meeting. Waouh. Donc, de base, on n'a pas été coopté pour aller parler devant Ado. On nous a dit on est porte-parole jeune. Porte-parole jeune, c'est de porter la voix du candidat devant les jeunes. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Notre mission, on a fait. Quand on a fini de faire ça, on nous a dit vous aurez l'occasion d'aller défendre le candidat devant les plateaux de sur les plateaux de télé. Nous sommes allés, on a défendu le candidat. Normalement, nous on était les plus heureux. Parce que notre mission, était fait. Voilà, c'était fait. Mais on nous annonce qu'à 3 semaines et à 3 jours avant la clôture de la campagne, il y a un meeting jeune au stade du plateau. Au stade Félix Houphouët-Boigny, il y a un meeting jeune. Le meeting jeune, on nous dit que le président sera là. Évidemment, les porte-parole jeunes, on sera sûrement sur l'estrade. Effectivement. Ça sera ma première fois de voir le président de la République. Il n'est pas dit de le toucher, il dit de le voir. Et la veille, il n'est même pas pu dormir parce qu'on m'a dit qu'il serait au meeting avec lui, qu'il veut le voir. Tu vois. Et dans ma tête, honnêtement, il était dit un petit secret. Ça, il dit pas ça à tout le monde. Il ne pensait pas qu'Ado était humain. C'est vrai. Il me disait que non, la manière qu'on voit le président, moi je suis sûr qu'il n'est pas humain. Il me dit que non, ce n'est pas un homme. Voilà, c'est pas un homme normal. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est vrai aussi. Parce que, avec toutes les critiques, la cherté de la vie, à quel moment il sait pour nous? Le monsieur, il est tranquille. Franchement. Il me dit qu'on ne peut pas être aussi brillant. En fait, je l'idéalisais tellement. Il me dit, est-ce que Aldo, la même là? Est-ce que c'était une extraterrestre ou bien c'était un ange? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Depuis qu'il est si petit, il dit c'est Ado. Il les voit toujours à la télé. Il est calme de son coin, il ne parle pas. Quand il vient, il parle de projet, de programme, il s'en va travailler. Et la veille, on me dit que non, qu'il y a un meeting de jeunes. En tout cas, vous serez assis en haut, sur l'estrade là, sur le podium, et puis Ado sera là. C'est-à-dire, je pense que dans ma tête, il veut voir Ado. Donc, toute la nuit, je suis content, je suis heureux, je vais voir Ado. À 4h55, on m'informe on me dit, est-ce que tu peux préparer un discours? À 4h? À 4h55. On me dit, est-ce que tu peux préparer un discours? Et je réponds,
Et je réponds que non. Et je réponds plutôt oui, désolé, hein, on était un peu distrait. Je réponds plutôt oui, je peux préparer un discours. Mais si tu écoutes mon parcours, à quel moment il a appris à rédiger des discours? Effectivement. Il a appris à rédiger les discours. Quand je suis chargé d'études au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, à côté de mon mentor, Ibrahima Diabaté, et puis quand il veut peut-être sortir, je lui propose, ah président, vous devez sortir, il a rédigé un petit discours, est-ce que vous pouvez l'améliorer, est-ce que vous pouvez faire voir si le discours est bon, et puis il me corrige, il dit ici, merci, ici, enlève ça. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de militer au sein des associations, au sein des organisations, qui ont l'impression que les travaux qu'on leur donne là, ne serviront à rien là, ou encore ne servent à rien là, ils se trompent. Plus tu fais un travail avec diligence, plus ce travail te sera bénéfique plus tard. Plus tu fais un travail avec diligence, plus ce travail te sera bénéfique plus tard. À 4h55, on me dit même président fait quelque chose, on dit est-ce que tu peux écrire un discours pour prendre la parole au nom du truc que tu vas voir. Moi dans ma tête, j'ai écrit un discours et puis peut-être on va proposer, il va arriver là-bas, ils vont donner à quelqu'un pour l'aimer. Il est 4h55 qui doit voir. La nuit n'est pas dormie. 4h55. Il écrit le discours au moins de 1h30. Au moins de 1h30. Il a fini le discours. Il a fini le discours. Et quand il a fini de faire le discours, tout et tout, il fait comment? Il répète le discours. Moi, lui, effectivement. Ma propre le discours, il faut s'apprêter à c'est jamais. Donc là, maintenant, il commence à prier, il dit c'est jamais. Il y a cette timidité. Voilà. C'est petit truc. C'est le président. C'est lui que déjà même de l'entendement. Oui, c'est pas que c'est. On t'a pas dit c'est toi. Mais c'est que faut te préparer carrément, c'est toi. Et là, en fait, là, ça relève encore. Il y a plus beaucoup de leçons dans cette discussion. Que la préparation est la meilleure arme. Parce que je pourrais écrire le discours simplement et puis envoyer. On harmonise ensemble le discours. René aussi, elle était là avec nous. René Armstrong, à qui je fais plein de bisous. C'est vraiment, après, je crois que vous devez aller la voir. C'est vraiment une fille de truc. Voilà, exceptionnelle également. Elle a tenu le discours aussi au meeting de clôture. Donc, on travaille ensemble le discours, tout. Et puis, on arrête un discours. Ensemble. Le discours était bon, c'était tout. On arrête le discours. Et jusqu'à là, on ne sait pas qui va lire le discours. Je dis que je suis retenu pour faire le discours, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'émotion. Et puis, je fais le discours. Ça a donné ce que ça a pu donner. Par la grâce de Dieu, le discours a été fortement apprécié par l'ensemble des ministres et surtout par le président lui-même. Ce qui m'a valu d'être l'un des jeunes qui a pu faire, je ne sais pas si c'est un palmarès, mais en tout cas, le président s'est tenu debout pendant quand même. Parce que quand on regarde toute l'année, vous êtes parti, je crois, en Europe, aller représenter la jeunesse. Après vous êtes revenu encore le fameux taxi, vous êtes parti encore au sein de l'IFPAGC, c'est ça. Encore la présidence, franchement, waouh. C'est ce parcours-là qui me conduit à la présidence. Le président était vraiment heureux. On s'est vraiment parlé, on s'est dit, bon, un président que tu ne croyais la veille, je croyais que c'était encore, ce n'était pas un humain, que c'était un extraterrestre, vu que tellement je l'admirais, le lendemain, c'est-à-dire à quelques heures déjà, il est en train de me parler à l'oreille, le président, il me touche, je lui ai même fait un câlin, tu vois, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et quand je finis, voilà, mon modèle, le ministre Mamadou Touré, il était présent, il était tellement... C'était l'apothéose là. C'était l'apothéose, il était tellement heureux qu'il m'a pris dans ses bras en train de me faire un câlin, tu vois. C'était vraiment inimaginable, tu vois, ton modèle, quelqu'un que tu as toujours aimé, tu vois, tu fais un câlin, tu as fait un câlin au président, tu as parlé à l'oreille du président, tu as touché le président, tu as tenu un discours, surtout devant près de combien de jeunes. Wow. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai éteint mon téléphone, j'ai remercié Dieu, et puis j'ai décidé de ne pas allumer mon téléphone pendant 2 semaines. Parce que je me suis dit que les félicitations et les appels risquent de me faire penser que c'est par ma propre force ou bien que je suis trop fort. En réalité, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le travail aussi. Le travail. Et pour garder cette humilité-là, il faut se détacher de tout ce qui est félicitations. Et puis de reconnaître que Dieu a beaucoup pourvu. Dieu a fait et il a fait à la voix de ces hommes-là, notamment le ministre Mamadou Touré, notamment le président Ibrahima Diabaté, notamment le président de Dr Dumondé Youssef, dirigeant des médecins volontaires, tu vois, et notamment à travers toutes ces personnes qui m'ont aidé
et qui continue de m'aider dans mon parcours politique. Voilà plus ou moins mon parcours politique. D'accord, merci M. Shadrach. Merci pour ce podcast inspirant. C'est le dernier de l'année. Vous êtes le dernier podcast de l'année. C'est ça, je suis vraiment heureux. Avec tout ce parcours, on retient beaucoup d'engagement, de résilience, de courage, de dire aux jeunes qu'il faut oser. Il faut oser, ne pas rester à la maison. Non, il n'y a pas de travail. Non, c'est le courage qui fait que demain on arrive à atteindre un certain niveau. Surtout la connaissance aussi, il faut oublier, il faut se former. Donc, en dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui vous regardent depuis la maison, qui sont fiers de vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement? On est en fin d'année aussi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement pour qu'ils puissent se rehausser et prendre une bonne initiative pour l'année 2017? Donc, regardez la caméra et vous parlez aux jeunes, à la jeunesse africaine en général. Après aussi, merci beaucoup à toi déjà Yann pour le travail que tu fais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel déjà de tenir ces vidéos podcasts afin de pouvoir révéler le parcours des jeunes et de pouvoir inspirer d'autres jeunes. À tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ou encore qui vont suivre cette émission, que ce soit en différé, que ce soit en direct, aujourd'hui mardi, tout ce que j'aimerais leur dire, c'est que en cette fin d'année, qu'ils restent sérieux, qu'ils ne s'adonnent pas à l'alcool, aux festivités trop bruyantes et puis trop festives pour éviter certains trucs. Donc là, c'est le médecin qui parle. Voilà, ça c'est le médecin et je suis obligé de sensibiliser. Et il y a déjà ça. En termes de politique, c'est que pour 2026, qu'ils aient des résolutions, qu'ils décident de s'engager vraiment. Non pas en suivant les traces ou encore de quelqu'un, mais en se forgeant leur propre vision, en restant amarrés à leurs propres convictions. Et surtout, qu'ils n'oublient pas que Dieu est le centre de tout. L'humilité est la base de la réussite et que la lecture et la connaissance sont les clés de la réussite. Dieu est le centre de tout. L'humilité est la base de la réussite. La connaissance et la lecture est la clé de cette réussite. L'humilité est la base de la réussite. La connaissance et surtout la crainte de Dieu sont aussi des meilleurs moyens pour pouvoir réussir. Donc vous êtes jeune, vous voulez ressembler à Shadrach qui a eu ce parcours en 2025. Adaptez-vous à son type de modèle, comportez-vous avec ces mêmes astuces et vous verrez que l'année 2026 sera l'année impactante pour vous. Moi je crois en une Afrique renouvelée avec des jeunes à l'Assemblée nationale. De bonnes actions sont en vigueur. C'était l'émission Le Rendez-vous des champions. Tellement je suis content, je l'ai dit en fait. L'année prochaine pour de bonnes émissions encore. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Allez, à bientôt. Merci, Shabab.